J'ai créé un système RAG qui peut traiter des centaines de milliers de documents clients et générer des réponses personnalisées avec 98,1% de précision. À la fin de cette masterclass, vous saurez construire un système RAG professionnel qui transformera votre base de connaissances en assistant IA ultra intelligent, capable de répondre à vos clients ou vos employés 24 heures sur 24 avec la précision d'un expert. Bonjour, je suis Nayer et dans cette chaîne, on parle d'IA, on parle d'automatisation et on parle de business. Et voici exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, on va configurer votre base vectorielle, puis mettre en place l'alimentation de votre RAG, ensuite connecter votre agent IA via N8N et on va faire évoluer le système pour passer à un excellent taux d'erreur de 1,9% seulement. Parce que je sais que vous en avez marre de perdre des heures à chercher l'information sur comment créer votre RAG et l'optimiser à droite à gauche et personne ne vous donne la carte complète. Et bien sûr, tous les workflows N8N et les templates que je vais utiliser sont disponibles gratuitement dans le lien en description. Du coup, le RAG, c'est quoi? C'est la mémoire long terme de votre agent IA. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on a parlé de la mémoire court terme et je vous ai montré les différentes mémoires court terme et comment les utiliser dans N8N. Aujourd'hui, on va regarder la mémoire long terme, la mémoire profonde que peut avoir un agent IA et comment il peut les utiliser. Donc en fait, pour ça, je vous ai fait un petit schéma ici. Donc notre schéma d'agent IA qui contient son prompt, il reçoit un message en entrée, il va rendre une sortie ici. Il est connecté à un LLM pour pouvoir réfléchir. Il a une mémoire ou une mémoire court terme. Il a un RAG et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est sa mémoire profonde, c'est sa mémoire long terme. Et puis il a un ou plusieurs outils qu'il peut utiliser. Donc si on regarde la partie RAG, ce que c'est. Alors je vous ai fait un petit schéma ici pour vous expliquer le RAG. En fait, le RAG, il est toujours composé de deux éléments. Le premier élément, c'est comment on alimente le RAG, et le deuxième élément, c'est comment on utilise le RAG. Le RAG, c'est une base de connaissances, c'est la base de connaissances de l'agent IA. Il faut qu'on puisse l'alimenter de façon intelligente et il faut qu'on puisse l'utiliser. On va commencer avec la partie utilisation d'abord. Comment on l'utilise? Il y a une personne qui va envoyer un message à l'agent. Donc là, j'ai mis une personne, mais ça peut être un automate aussi derrière, une automatisation, etc., qui va envoyer un message à un modèle, à l'agent IA. L'agent va transformer le texte qu'il a reçu en vecteur numérique. On va voir les vecteurs numériques juste après. C'est tout simplement des listes de nombres. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle un modèle embedding. C'est pas les modèles LLM classiques. C'est des modèles qui sont vraiment conçus pour les RAG. Ce modèle va transformer le texte en nombres. Ces nombres, ils vont être envoyés vers une base de données dans laquelle on stocke les informations de RAG. Cette base de données, à partir de ces nombres-là, elle va sortir des morceaux qu'elle considère les plus pertinents par rapport à la question qui a été posée. Ensuite, ces morceaux-là vont être donnés cette fois, elles vont être associées avec la question qui a été posée et associées avec le prompt de l'agent. Et ces trois parties-là vont être envoyées vers un LLM. Dans ce cas-là, c'est un LLM classique qui va produire une réponse et retourner la réponse à la personne qui a posé la question. Donc la première partie, là où avec le modèle d'embedding, on est parti chercher dans la base vectorielle des petits morceaux de texte, on appelle ça le retrieval, donc retrouver l'information. Ensuite, le fait que cette information retrouvée, elle a été
encapsulé avec la question, avec le prompt, c'est ce qu'on appelle le augmented, donc on augmente l'information, on l'enrichit. Et ensuite, le fait que le LLM produit une réponse, c'est la partie generation, d'où le retrieval augmented generation. Donc ça, c'est le processus classique, disons, d'un RAG, comment on l'utilise. Maintenant, cette base de données ici, qu'on a appelée base de données vectorielle, elle contient des données. Et donc, la première étape avant de l'utiliser, ça va être d'alimenter cette base de données. Et comment on alimente cette base de données? En fait, on va prendre des documents qui vont constituer notre base de connaissances. On va les découper en petits morceaux. Ces petits morceaux découpés, on va les passer dans un modèle embedding. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un modèle qui est particulier, qui est pour les bases vectorielles. C'est pas un modèle LLM classique qu'on utilise quand on discute avec un LLM. Ce modèle-là, quand on lui passe du texte, il réfléchit, il le transforme en des chiffres. Et donc, en des chiffres qu'on peut stocker dans des vecteurs. Et ces vecteurs-là, numériques, ils sont envoyés dans une base de données vectorielle. Alors, c'est quoi une base de données vectorielle? Tout simplement, je vous ai mis un petit schéma d'un article. Alors, je vous ai mis le lien vers l'article, juste en dessous. Donc, en fait, une base de données vectorielle, c'est quoi? C'est tout simplement des chiffres qui sont mis dans un vecteur. Si vous vous rappelez de vos cours mathématiques, si vous avez fait ça en mathématiques, on appelle ça un vecteur avec plusieurs nombres qui sont regroupés comme ceci. On fait cette représentation-là, on appelle ça un vecteur. Donc en fait, c'est plusieurs nombres qui sont regroupés. Et donc, quand on va transformer ce texte en vecteur, donc en nombre, ces nombres-là, on va les stocker dans une base de données, et la base de données derrière, c'est ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Donc, elle contient des nombres. Alors, pour avoir une représentation un peu plus compréhensible de ce que c'est une base de données vectorielle, il y a ce schéma aussi, qui est super intéressant. En fait, le modèle, il va regrouper les éléments qui se rapprochent dans leur sens à des endroits qui sont proches en représentation vectorielle. En fait, une représentation vectorielle, alors là, elle est représentée comme étant une représentation à 3 dimensions, comme si on était dans l'espace, sauf que une base de données vectorielle, elle peut contenir plusieurs dimensions. Il n'y en a pas forcément que 3. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait, c'est comme ça qu'on pourrait représenter. Dans un schéma, on peut pas représenter plus que 3 dimensions. Donc là, vous voyez dans ce schéma qu'il a regroupé, par exemple, les animaux les uns à côté des autres. Le chien, le chat et je trouve plus le mot, sont les uns à côté des autres. Apple et Google sont pas très loin. Apple qui peut être la marque Apple, mais aussi le fruit, la pomme, il est pas loin non plus des oranges et des mangues. Donc en fait, la base de données vectorielle, c'est une représentation mathématique de l'information, mais c'est une représentation qui fait que les éléments qui se rapprochent en sens sont proches les uns des autres. Et pour savoir si un élément est proche en sens d'un autre élément, on utilise un modèle, et on appelle les modèles qu'on utilise pour ça des embedding models. C'est des modèles qui servent à transformer du texte en données vectorielles. Donc ça, c'est pour comprendre ce que c'est une base de données vectorielle. Donc ça, c'est ce que j'appelle un RAG classique. C'est la base du RAG, c'est la représentation qui existe le plus d'un RAG, avec 2 éléments qui sont toujours, d'ailleurs, quel que soit le RAG, il y a une notion d'alimentation du RAG et il y a une notion d'utilisation du RAG. Donc maintenant, de façon pratique, si on regardait ce que ça veut dire dans des outils type NMITen, notre outil d'automatisation préféré. Donc voilà ce que ça donne dans NMITen. Donc toujours, on a une partie
alimentation du RAG que j'ai mis ici en rouge, et on a une partie retrouver les informations, enfin interroger le RAG avec un agent IA. On va recommencer avec la partie agent IA, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les briques une par une. On va le configurer pour l'utiliser, on va faire une démo et voir comment ça fonctionne. Mais on va pas le construire en live, ça va être sinon une vidéo de 10 heures et c'est pas l'intérêt. Donc vous aurez tous les workflows que je vais vous présenter aujourd'hui pour construire vos RAG utilisables dans le premier lien de la description. Vous les téléchargez, vous les connectez à votre système et elles vont fonctionner directement. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a notre agent qui est connecté à un chat. Notre agent, il est connecté à ChatGPT. Alors j'ai mis ChatGPT 4o mini ici. Il est connecté à une mémoire. Si vous vous rappelez, on avait fait les mémoires dans la dernière vidéo où on avait testé différentes mémoires. Là, pour notre test, on va utiliser Postgres comme mémoire. Et vous allez voir qu'on va utiliser la même base pour stocker et la mémoire et le RAG. Et pour la partie RAG, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Supabase. En fait, Supabase, c'est une base de données, nous donne accès à une base de données vectorielle. Il y a différents acteurs sur les bases de données vectorielles sur le marché. L'un d'entre eux, c'est Supabase. Moi, j'aime bien Supabase. Et derrière, techniquement, c'est pas une base propriétaire Supabase. Ce qu'ils utilisent, ils utilisent une base de données Postgres, et par-dessus, ils rajoutent un élément, un composant qui permet de transformer, d'intégrer de l'information vectorielle dans une base de données Postgres. Donc c'est pas vraiment une base vectorielle au vrai sens du terme, mais c'est une transformation d'une base classique Postgres en une base vectorielle. Ça fonctionne très très bien. Il y a d'autres solutions comme Pinecone, etc. que vous pouvez utiliser. Moi j'aime bien Supabase et on va faire le test avec Supabase aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire ça avec autre chose. Pour mon agent RAG ici, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis un petit prompt système. Je vais vous le montrer. Vous êtes un assistant personnel qui aide à répondre aux questions en utilisant une base de documents. Vous devez systématiquement consulter la base de connaissances RAG pour toute question, même si vous pensez connaître la réponse. Ne vous fiez jamais à votre mémoire interne pour fournir des informations. Utilisez exclusivement les documents de la base de documents pour répondre aux questions de l'utilisateur. Alors pourquoi j'ai mis ce prompt-là? Tout simplement pour nos tests, on aimerait que le LLM ne nous réponde pas à partir de sa mémoire à lui, mais qu'il réponde uniquement à partir de la mémoire du RAG pour éviter qu'il aille pour être précis dans notre test et qu'on puisse voir ce qu'il fait et s'il va vraiment aller récupérer les informations du RAG. Ensuite, donc on a notre base de données vectorielle ici et donc nous on utilise Supabase. Et vous allez voir, on va aller créer notre base de données vectorielle dans Supabase. Donc là, dans la configuration, il n'y a rien de particulier. J'ai donné un petit nom ici, je l'ai appelé NMITEN Memory. J'ai mis une description, base de connaissances de l'entreprise. Et par défaut, je crois que la limite de morceaux est de 4. En fait, c'est la limite de morceaux que va rendre le RAG vers le LLM. Donc si vous regardez ici, dans notre deuxième partie, ici l'utilisation du RAG, il va retrouver des morceaux, il va les mettre avec le prompt et le message, il va le donner
au LLM. Le nombre de morceaux que va retrouver de la base vectorielle, moi je lui dis retrouve-moi 4 morceaux et donne-les au LLM. Bien sûr, vous pouvez mettre plus que ça, mais plus vous augmentez le nombre et plus votre prompt va être conséquent et plus vous allez consommer des tokens auprès des LLM. Ensuite, donc, je lui dis inclure les métadatas et puis on s'est arrêté à ce niveau-là en termes de config. Maintenant, comment configurer notre base Supabase? Il y a la documentation N8N qui est là, qui est très simple à utiliser. Et il y a un lien ici qui vous dit comment configurer votre base vectorielle dans Supabase. Et il nous donne un code à utiliser pour préparer notre base dans Supabase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Supabase. Voilà comment se présente l'interface Supabase. Alors en termes de tarifs, vous pouvez très bien utiliser le compte gratuit, c'est largement suffisant. Pas besoin d'aller sur le compte pro. Il est assez fourni, le compte gratuit. Le seul point avec le compte gratuit, c'est que si au bout d'une semaine, vous avez une base et que la base n'est pas utilisée, elle va être arrêtée, elle va être mise en pause, elle va pas être supprimée, elle va être mise en pause. Il faudra la réactiver quand vous en aurez besoin. Donc là, on va utiliser une base gratuite et on va commencer avec le plan gratuit. C'est largement suffisant. Moi, je suis déjà connecté, donc je vais aller dans mon dashboard. Je vais aller dans mon organisation ici et on va se créer un nouveau projet et on va appeler le projet RAG N8N, par exemple. Le mot de passe, je vais lui dire de me générer un mot de passe. Je vais copier mon mot de passe. Je vais le garder pour tout à l'heure. Je pense qu'on va en avoir besoin. Et ici, je vais mettre Europe. Pas besoin qu'il aille aux États-Unis. Europe, c'est très bien. Et je vais lui dire de créer un nouveau projet. Alors, cette étape va prendre quelques minutes, le temps qu'il crée le projet. Ah, ça a été super rapide. Alors d'habitude, ça prend 3-4 minutes quand même pour qu'il crée la base. Là, ça a été... Ah oui, voilà. C'est en cours, il n'a pas terminé. Je sais pas pourquoi tout était ouvert tout à l'heure. Mais il lui reste cette partie real time, donc on va attendre. Voilà, elle est faite. Je vais juste rafraîchir pour être certain. Je pense qu'ils ont augmenté leur infrastructure côté Supabase parce qu'ils prenaient entre... 2 et 5 minutes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc là, notre base, elle est créée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans SQL Editor. Alors, table Editor, ça vous montre les tables qu'il y a dans votre base. Comme vous voyez, elle est vide pour l'instant. SQL Editor, on va pouvoir lancer nos scripts. Ça tombe bien, dans la documentation N8N, il nous a donné ici le script qu'il faut lancer pour créer une base de données vectorielle dans Supabase. Donc là, je vais juste copier ce bout de code là, le tout premier. D'ailleurs, pas besoin de tout le reste. C'est vraiment le tout premier qui nous intéresse. Et je vais revenir dans Supabase. Je vais coller mon code et je vais faire run. Ok, c'est fait. Je vais revenir sur mon table editor et normalement, il y a une nouvelle table qui a été créée qui s'appelle document ici, qui contient 4 colonnes, identifiant, content pour le contenu, metadata, ça va être les métadatas du document, et embedding, ça va être les vecteurs, ça va être la base de données vectorielle, ça va être dans cette colonne-là. Donc notre base, elle est créée. On va revenir dans N8N, et on va créer notre connexion. Donc là, je vais faire Create New Credential. Et donc là, pour configurer notre connexion Supabase, on a besoin d'un host, d'un service role secret et d'un allowed HTTP request domain all
Il n'y a rien à mettre là-dedans, il faut le laisser à all. Donc pour cela, il faut revenir dans Supabase, il faut cliquer sur le bouton Project Settings sur la gauche, il faut aller dans le menu, ça doit être le menu Data API, ici, voilà. Alors, il change les menus assez régulièrement. On va copier l'URL. C'est cette URL-là qui nous intéresse. On va la mettre ici. Service Role Secret, ça va être dans la partie API. Et c'est le Service Role Secret qui est ici. Je vais la révéler. Je vais copier. Je vais revenir sur mon N8N. Je vais la coller. On va la renommer RAG N8N avec le nom de notre projet dans Supabase. On va saver. Et là, il me dit la connexion est établie, donc ça fonctionne comme il faudrait. Donc ça, c'est cool. Je peux fermer cette fenêtre et j'ai ma connexion qui est en place. Donc ma base est créée et ma connexion ici Supabase, elle est faite. Ici, le Postgre, la mémoire, il faut que je la connecte à la base Postgre. Alors vous pouvez mettre une mémoire N8N classique, pas besoin d'utiliser la mémoire Postgre pour les tests, mais si vous voulez quelque chose de livrable, utilisable en production, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur la mémoire, il faut vraiment que ça soit quelque chose de persisté dans une vraie base de données, et Postgre est une vraie base de données. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Create New Credential, et là, il y a des éléments à rentrer sur les accès pour la base Postgre. Pour ça, vous allez cliquer sur Connect ici, vous allez dans Transaction Pooler, et là, il y a toutes les informations de connexion. Il y a notamment le host. Donc, je vais copier le host. Je vais le mettre ici. Database, normalement, c'est bon. User, il faut qu'on le copie. Database, c'est bon. User, il est là. Donc, je le copie. Je le colle dans ma connexion. Password, si vous vous rappelez, je l'avais copié au début ici quand j'avais créé ma base. Et le port ici, il faut qu'on le change. C'est pas le bon port, c'est ça, c'est 6543, le bon port. Donc là, hop, 6543. On va renommer ça N8N, RAG N8N. On va enregistrer et la connexion est établie, donc ça fonctionne. Parfait, notre connexion est là. La table ici, on n'a pas besoin de la créer quand il va faire sa première connexion à la mémoire. Le N8N va la créer directement. Donc, il n'y a pas besoin de créer quoi que ce soit. On a connecté notre base RAG, on a connecté notre mémoire. L'OpenAI, j'avais utilisé un compte que j'ai, donc une connexion OpenAI classique. Pour OpenAI, donc vous allez dans le dashboard OpenAI pour les API, donc vous tapez sur Google API OpenAI. Et là, c'est l'API plateforme, c'est celle-là. Vous vous connectez, vous créez un compte. Voilà. Ensuite, vous allez dans Dashboard. Et normalement, il y a API Key ici. Et là, vous allez pouvoir créer une nouvelle clé. Vous lui donnez un nom. On va appeler ça N8N RAG. Create Secret Key. Là, vous copiez votre clé. Vous faites Done. Vous revenez dans votre N8N. Pareil, vous créez New Credential. Vous mettez votre clé API. Ça, c'est optionnel. Il n'y a rien à rajouter. On va juste mettre ici RAG N8N. On va l'appeler pour garder une trace. Je vais enregistrer. Normalement, je vais avoir un petit bandeau vert. Ça veut dire que la connexion est bien établie et que ça fonctionne. Alors, n'oubliez pas dans votre compte OpenAI de mettre du crédit, sinon ça va pas fonctionner.
Et ça, pour rajouter du crédit, alors, il change les menus, mais à une vitesse affolante. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est ici. Ouais, il faut cliquer sur le settings ici. Il faut aller dans billing et il faut rajouter du crédit. Donc moi j'ai $13 là. Vous pouvez mettre vous rajoutez un moyen de paiement et ensuite vous rajoutez du crédit pour pouvoir utiliser l'API. C'est ce qu'on appelle du pay as you go, c'est-à-dire que vous consommez ce que vous utilisez. C'est pas un abonnement. Ok. On revient sur N8N. On a configuré le modèle, on a configuré la mémoire, on a configuré le RAG, on a tout configuré. Et donc, on va s'ouvrir un chat. Notre RAG, comme vous l'avez vu, il est vide pour le moment. On n'a rien chargé dedans. Et donc, on va chatter avec lui et on va lui dire... Alors, en fait, ce qu'on va charger dans notre RAG, c'est des documents Google Doc. J'ai fait rédiger à Claude quelques documents Google Doc pour le test. Donc là, c'est une procédure de ressources humaines d'une entreprise qui s'appelle Technosphère. Et puis, il y a pas mal de choses dedans. Des informations sur les procédures, ressources humaines, fin de contrat, procédure spéciale. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Plan de formation. Je crois qu'il y a aussi comment se faire rembourser. J'avais vu ça. Claude était vraiment dans les détails. Des notes de frais, je crois. Ça doit être dans un autre document qui m'a fait ça. Ça doit être la procédure financière qui m'a fait ça. Donc, il a fait plein de 4 documents, je lui ai demandé. Ouais, voilà, il a fait les notes de frais dans la procédure financière. Donc, c'est des documents assez lents avec différentes procédures de l'entreprise pour pouvoir tester notre RAG. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est notre RAG est vide. Première question que je vais lui poser, comment s'appelle mon entreprise? Donc là, il est parti vérifier la mémoire. La mémoire, elle est vide. On n'a rien fait pour l'instant. Il est parti vérifier dans la base de données vectorielle. Elle est vide aussi. Je ne peux pas trouver d'informations sur le nom de l'entreprise. Pourriez-vous me donner plus de détails et poser une autre question? Donc en fait, il a rien trouvé, mais il arrive à se connecter à la base. Si je reviens ici dans Supabase, que je vais aller dans mon table editor, j'ai ma table avec mon RAG qui est vide, on n'a rien chargé dedans, et on voit qu'il y a une nouvelle table qui a été créée, c'est le N8N Chat History, avec l'historique de la discussion que j'ai eue avec le chat. Donc c'est là où c'est la composante mémoire qu'on a traité dans une autre vidéo. Ok, on avance. Donc cette partie-là, pour l'instant, elle fonctionne et on va revenir dessus tout à l'heure pour la démo. Là, on rentre dans la partie RAG ou alimentation du RAG. Donc je reviens sur le schéma. Vous vous rappelez, on part de documents, on les coupe en morceaux, on passe les morceaux à un modèle embedding et ce modèle embedding va stocker ça dans la base de données, enfin on va les découper et ensuite on va pouvoir les stocker dans la base de données vectorielle. Donc comment on fait ça? Alors moi je l'ai fait pour l'instant pour des Google Docs. Ça peut être dupliqué pour du PDF, pour du CSV, pour du Google Sheet, etc. Tout ça c'est possible. Moi, je l'ai pris pour notre vidéo aujourd'hui des Google Docs. Vous pouvez aussi utiliser des pages Confluence. Si vous ou votre client, vous utilisez Confluence, vous pouvez utiliser du Word, etc. Enfin, peu importe, le support n'est pas si important ça. C'est le système qui est important ici. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai 2 déclencheurs ici. L'un qui se déclenche quand on reçoit sur mon répertoire
Google Drive, ce répertoire-là. Donc, en fait, je surveille ce répertoire-là. À chaque fois qu'il y a un nouveau document qui a été déposé ou un document existant qui a été modifié, il y a un déclencheur dans mon workflow. Donc, en fait, il y a un déclencheur pour les nouveaux fichiers qui est là. J'ai établi ma connexion à mon Google Drive, pas très compliqué à faire, hein, vous rajoutez ici. Et ensuite, d'ailleurs, hop, en fait, il va vous demander un client ID, un secret ID, etc. J'ai fait un short où j'explique comment faire ça, comment configurer la connexion à Google Drive. Regardez côté short, il y a un short qui vous explique exactement comment faire ça, et je l'avais expliqué d'ailleurs dans d'autres vidéos auparavant. Donc ensuite, donc il y a la connexion. Je lui dis vérifie toutes les minutes et vérifie s'il y a un fichier qui a été créé dans le répertoire qui s'appelle RAG. Pareil ici pour la mise à jour. Donc là, c'est pareil, la même chose, connexion, mais là, c'est au lieu de file created, c'est file updated, ça veut dire qu'il y a un fichier qui a été mis à jour. En fait, dans un RAG, la plupart du temps, les gens s'intéressent à rajouter des documents, mais oublient que un document, ça vit, et il peut être modifié dans le temps. Et donc, s'il est modifié, d'abord, il va falloir alimenter le RAG avec les informations modifiées, mais surtout, il va falloir supprimer du RAG les informations qui étaient vieilles pour ne pas avoir des informations qui soient confuses entre ce qui a été anciennement stocké et les nouvelles informations. Donc, une gestion de mise à jour du RAG qui est importante et que je vais vous montrer comment je la gère dans ce workflow-là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une loop, tout simplement. En fait, je vais une boucle pour traiter les fichiers un par un. Donc, en fait, assez simple. C'est juste, je mets batch size 1 pour traiter les documents un par un. Là, je fais un if. Donc, en gros, je prends le MIME type, c'est le type du fichier, le MIME type. Si c'est cette chaîne de caractères-là, ça veut dire que c'est un Google Doc et donc il passe à l'étape d'après. Typiquement, si vous voulez traiter du Google Doc, du CSV, du Google Sheet, du PDF, etc., au lieu d'avoir un si ici, un if, il va falloir mettre un switch et traiter les différents cas différemment parce que vous n'allez pas forcément traiter les documents de la même façon. Donc là, moi, je ne laisse passer que les Google Docs. Ensuite, je vais créer un champ avec le set ici, le set edit field. Donc vous tapez ici, vous cliquez ici et vous faites edit, il s'appelle edit fields. Et en fait, je vais créer un champ qui s'appelle identifiant fichier, ID fichier. Et en fait, tout simplement dedans, je vais stocker l'identifiant du Google Doc, de mon Google Doc, de mon document. En fait, un document, les documents Google Doc, Google Sheet, etc., ils ont un identifiant. Alors, comment vous voyez les identifiants? Quand vous regardez l'URL ici, vous voyez, il y a docs.google.com, etc. À un certain moment, il y a une chaîne de caractères ici, entre ces deux slash-là, avant le dernier slash et l'avant-dernier. Enfin, le dernier et l'avant-dernier. Il y a une chaîne de caractères ici, c'est l'identifiant unique de ce document-là. Et en fait, ça, vous pouvez, c'est l'identifiant qu'on va faire passer dans la base de données vectorielle, qu'on va stocker dans la base de données vectorielle, et on va l'utiliser comme étant l'identifiant unique. Pour que lorsque demain je modifie quelque chose dans ce document-là, j'aille nettoyer ma base RAG avant de le réintégrer. Donc vous allez voir dans le workflow comment je gère ça. Donc si je reviens sur NVITEN, je crée cette variable-là avec l'identifiant
du document que j'ai récupéré de ces deux nœuds-là, le nouveau fichier ou le fichier mis à jour. On peut exécuter par exemple ce nœud-là pour voir. Voilà, donc là, il m'a ramené un document. Qu'est-ce qu'il m'a ramené comme document? C'est lequel qu'il a ramené ici? Il a ramené l'un des documents. Est-ce qu'il me donne... Voilà, la procédure financière. Il a ramené la procédure financière dans la partie mise à jour. Si je la passe dans la loupe, elle va passer, c'est un seul document, donc elle passe dans la loupe. Si je regarde ici, il a regardé le MIME type de ma procédure financière. Dans le MIME type ici, je pense que si je fais un CTRL F, je vais le trouver rapidement. Non, ça marche pas, mais oui, il est ici. Le MIME type, il est ici. Et donc le MIME type, il a trouvé que c'est égal à ça. Donc si j'exécute ensuite le set field ici, donc là, identifiant du fichier, vous voyez, c'est 1F8WM, etc., etc. Donc c'est l'identifiant unique du document qui l'identifie de tous les autres Google Docs existants chez Google. Donc c'est un identifiant vraiment unique. Ensuite, là, il y a deux étapes spécifiques à la mise à jour de documents. Donc comme je vous ai expliqué, si je suis en train de créer un document, en fait, il va passer dedans, il va rien faire. Par contre, si je suis en train de mettre à jour un document qui est déjà dans le RAG, la première chose à faire, c'est de supprimer l'ancien fichier et ensuite d'aller populer la base vectorielle avec la nouvelle version du fichier. Donc c'est pour ça que je rajoute ce nœud-là, c'est un nœud Supabase. On va le connecter à la bonne base, donc le RAG N8N. Donc là, ce que je lui dis, c'est delete dans la base document et je lui mets ce filtre-là. Donc le filtre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la metadata ID underscore fichier, elle doit être égale à l'ID de ce fichier-là. Donc si tu trouves dans la base de données vectorielle un élément qui a cet identifiant-là, supprime-le avant de passer à la suite. Donc là, il va rien faire parce que notre base, elle est vide. Donc je vais l'exécuter. Vous voyez, il a rien fait. Il est passé à la suite. Pourquoi il est passé à la suite? Parce que j'ai rajouté ici Always Output Data. Dans le cas où il a rien à supprimer, il faut quand même qu'il continue le workflow et qu'il s'arrête pas. Donc là, je mets limite à 1. Tout simplement parce que le document, il peut avoir plusieurs éléments. Si je supprime l'ancien document, il peut avoir une quinzaine d'éléments. Il va me retourner une quinzaine d'éléments. Et tout 15 items et tout le reste ici, il va le faire fonctionner avec 15 éléments. Sauf que moi, je veux qu'il fonctionne qu'il continue son workflow comme s'il y avait un seul élément. Donc je mets une limite à 1 pour qu'il y ait toujours un seul élément qui passe. Étape d'après, je vais télécharger ou uploader le fichier qui est sur le Google Drive. Je vais l'uploader dans N8N. Donc là, j'ai pris un nœud upload. Je cherche avec l'identifiant du fichier. Et la seule chose que j'avais faite ici, c'est Google Doc. Je l'ai mis à HTML pour télécharger le document au format HTML. Étape d'après, donc là, hop, je vais le lancer et donc normalement ça rend un fichier ici, c'est pour ça que c'est marqué data, donc ça retourne le fichier qui est dans le Google Drive, il le charge dans le N8N pour pouvoir travailler avec. Étape d'après, donc je vais extraire du fichier les données, vu que c'est un fichier binaire, je veux le transformer en données. Donc si j'exécute ça, ça va transformer le fichier binaire Google Drive en données HTML, c'est pour ça que c'est marqué HTML, head, meta, content, etc., etc. Donc tout le HTML. Étape d'après, je vais transformer ce HTML en Markdown. Donc au lieu d'avoir un HTML qui soit incompréhensible, je vais pas stocker du HTML dans ma base vectorielle, je veux stocker
du Markdown. Le Markdown, c'est quoi? C'est quand c'est un titre de niveau 2, il y a 2 dièses. Quand c'est un titre de niveau 3, c'est 3 dièses. Quand c'est du gras, on met une étoile avant, après, je crois. Enfin, voilà, c'est une notation qui est très bien compris par les LLM, que je l'utilise ici pour aller stocker dans ma base RAG. Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je lui donne le data que j'ai pris du nœud d'avant et je lui dis transforme-le en Markdown. Donc là, vous voyez qu'il a transformé par exemple le titre de niveau 1 procédure financière, il a mis dièse. Le titre de niveau 2 technosphère solution, il a mis de 2 dièse. Il a mis, qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Si on descend, il a mis les tableaux au format Markdown. Bref, il a transformé mon fichier au format Markdown compréhensible par les LLM. Ensuite, donc, on va stocker ces informations-là dans notre base vectorielle. Et donc, pour ça, on va aller rajouter un nœud qui s'appelle dans Supabase Vector Store, add document to Vector Store. En fait, c'est un nœud qui se présente comme ceci. La configuration du nœud, donc c'est la même connexion qu'on a configurée tout à l'heure, RAG N8N. L'opération, c'est insert document. La table, par défaut, elle sera N8N, il n'y a rien à changer là-dedans. Et la query name, elle sera par défaut à match document, il n'y a rien à changer là-dedans. Ici, si vous regardez, il y a 2 points d'entrée. Il y a le embedding, c'est marqué embedding ici, il y a le document. Donc le embedding, je vais utiliser un modèle OpenAI qui s'appelle Text Embedding 3 Small. Donc ce qui est important, c'est que si vous utilisez un modèle embedding, il faut utiliser le même modèle embedding partout dans votre système. Donc là, c'est le modèle par défaut d'embedding de OpenAI qu'on va utiliser. Ensuite, sur la partie document, il y a ce nœud-là que j'ai rajouté. Et en fait, c'est un nœud, le default data loader. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, on va le mettre, la donnée si c'est du JSON ou du binary. Donc nous, c'est du JSON. Load all input data, donc charge tous les documents. Et dans la partie metadata, on a rajouté une metadata, et donc on va lui demander, quand il va stocker ces informations dans la base vectorielle, de rajouter une metadata qui va être un identifiant pour nous utile. C'est ce ID fichier. Rappelez-vous, c'est l'ID fichier qu'on est allé récupérer du Google Doc, c'est l'identifiant unique du Google Doc. Et je lui ai mis ici je lui fais un drag and drop en fait ici de ce nœud-là, comme ceci, et ça m'a donné cette expression-là. Donc en fait, ici, je lui dis, rajoute ces métadatas pour aller stocker les informations dans la base de données vectorielle. En dessous de ce default data loader, il y a un petit point aussi à rajouter, qui est le text splitter. Donc si je rajoute le plus, il y a 3 types de text splitter. Il y a le text splitter, enfin comment je veux que mon document soit coupé. Est-ce que je veux que ça soit coupé par morceaux selon un caractère? Est-ce que je veux que ça soit coupé de façon récursive? Et ça, c'est la méthode recommandée par N8N. Ou est-ce que je veux que ça soit splitté par token? Donc nous, on va utiliser le text splitter, donc le recursive character text splitter. Et en fait, dedans, j'ai mis une configuration à 1000. Donc je veux que mes morceaux qui vont être stockés dans la base de données vectorielle soient de 1000 caractères. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici dans ma procédure financière, il va prendre 1000 caractères, il va les mettre dans un morceau et il va les stocker dans la base de données vectorielle. Ensuite, il va prendre les 1000 caractères suivants, il va les mettre dans un morceau et il va les stocker dans la base de données vectorielle.
jusqu'à terminer tout le document. Donc si on revient sur N8N et qu'on lance ce nœud-là, voilà, donc là, il a appelé l'embedding, il a appelé le default loader, il a vu que je veux des morceaux de 1000, il est parti les stocker dans la base de données vectorielle, et si je reviens sur ma base de données vectorielle dans Supabase, dans Documents, je vois maintenant qu'il y a 33 morceaux. Donc mon document des procédures financières, il l'a coupé en 33 morceaux. Et si j'ouvre par exemple le premier morceau, je vois que le premier morceau ici, ça c'est les 1000 premiers caractères en gros, où il a considéré que c'est le premier morceau qu'il doit stocker. Ensuite, il a pris un deuxième morceau, il l'a stocké ici. Ensuite, il a pris un troisième morceau, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la partie contenu. Ensuite, c'est la partie metadata ici. Alors, c'est là où il va stocker des informations, des métadatas qui lui permettent, lui, d'identifier où est-ce qu'il en est. Mais surtout, il va rajouter les métadatas que je lui ai donné moi. C'est l'ID fichier ici, si vous vous rappelez, je lui ai dit de rajouter ça dans ses métadatas. Il l'a rajouté ici. Et en dernier lieu, il va stocker son embedding, donc c'est sa base de données vectorielle avec avec tous les nombres à la suite. Donc je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est ça, c'est ma base de données vectorielle avec tous les nombres de ce morceau-là. Ensuite il y a le deuxième morceau, etc., etc. Donc c'est comme ça que il va construire ma base de données vectorielle et il va la remplir. Si je reviens sur un élément que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est spécifique à la mise à jour. Donc là, supposons que mon document est chargé, enfin il est chargé d'ailleurs, la procédure financière, et je vais venir ici et je vais changer par exemple procédure financière. Là, c'est la version 2.8. Donc là, je vais venir dans le RAG. Si j'ouvre le premier morceau, je vais voir qu'il y a marqué version 2.8. Je vais revenir sur ma procédure financière et je vais changer ici en 2.9. Donc là, c'est une mise à jour du document. Et en fait, la mise à jour du document va déclencher ce nœud-là. Donc, si je le déclenche manuellement, bien sûr, quand le workflow est activé, il va le faire automatiquement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces nœuds-là? Vous voyez, il est passé dans ce nœud-là, il a supprimé les éléments qui ont cet identifiant de fichier-là, égal à cet identifiant de document Google Docs. C'est pour ça que j'ai cette étape-là pour supprimer les documents qui sont déjà dans le RAG. Et donc, si je fais une mise à jour, je vais pas garder une version 2.8 et une version 2.9. Je vais supprimer la version 2.8 et je vais garder que la version 2.9 en base de données. Enfin, en base vectorielle. Ensuite, la limite, vous voyez, il retourne 33 éléments ici. Moi, je veux pas qu'il continue tout son lancement derrière 33 fois, sinon il va me rentrer mon fichier 33 fois dans la base RAG. Et donc, j'ai mis cette limite de 1 pour qu'il continue son traitement avec un seul élément dans le reste du workflow N8N. Et si je reviens maintenant dans ma base Supabase et que je réouvre mon élément ici, je vois que la version est passée à 2.9 et je vois ici d'ailleurs l'identifiant qui était de 1 à 33 tout à l'heure. Les 1 à 33 ont été disparus, ont été supprimés, c'est l'ancienne version, et on a la nouvelle version qui va de 34 à 66. Donc c'est ça notre alimentation de RAG. Donc là on vient d'alimenter le RAG. On va revenir sur la partie agent IA ici. On va réouvrir notre chat. On va lui reposer la question et on va voir si il connaît. Donc, comment s'appelle mon entreprise? On va voir s'il va pouvoir se débrouiller avec le RAG. Et là, il me dit, le nom de votre entreprise est Technosphère Solutions. Donc, en fait, c'est l'information que je lui ai pas donnée,
que j'ai mises dans un document dans le RAG. Et là, il a réussi à savoir comment s'appelle mon entreprise. Donc en fait, il a vraiment accès à la base de données vectorielle et aux informations qui arrivent du RAG. Et on le voit ici. D'ailleurs, il ramène des morceaux du RAG. Il a ramené le premier morceau, le deuxième morceau, le troisième et le quatrième. Et si vous vous rappelez bien, j'avais mis une limite à 4 morceaux. C'est la limite du nombre de morceaux que je veux qu'il me ramène du RAG. Donc en fait, ça, mon RAG maintenant, il fonctionne comme il faut. Sauf que problème avec ce RAG-là, c'est que mon alimentation n'est pas optimale. Mon alimentation, elle coupe les morceaux tous les 1000 caractères. C'est pas top. Ça peut me faire des morceaux qui sont incohérents. Donc là, mon chunk size, il est 2000. Et donc, si je regarde dans ma base Supabase, ici, vous voyez, par exemple, si on prend un exemple n'importe lequel, si je regarde ici le premier morceau, il se termine par un titre table des matières. Moi, j'aurais aimé que le titre table des matières soit dans le morceau d'après avec la table des matières elle-même. Donc là, si je regarde le morceau d'après, il y a le début de la table des matières, mais on ne sait pas que cette partie-là, c'est la table des matières. Donc en fait, quand on le laisse chunker de cette façon-là, quand on le laisse découper de cette façon-là, je vais me retrouver avec des morceaux qui peuvent être incohérents. Alors là, avec aussi peu de données, on peut pas voir l'impact que ça peut avoir sur les réponses. Mais croyez-moi, sur des très grandes quantités de données, il peut y avoir des erreurs importantes et une quantité d'erreurs importante. Malheureusement, quand on fait des tests comme ça avec peu de données, il y a peu de chances qu'on tombe sur un problème. Mais on sait, selon des études, et je vais vous montrer ça tout à l'heure, que ce type d'alimentation du RAG, elle va produire forcément pas mal d'erreurs. Donc on va essayer d'améliorer la situation. Alors première façon d'améliorer la situation, pour moi, c'est d'aller rajouter un découpage intelligent. Alors comment on rajoute un découpage intelligent ? Au lieu de découper tous les 1000 caractères, peut-être que je peux découper par section. Donc pour ça, je suis allé rajouter ici ce que j'ai mis en violet. J'ai repris le même workflow et je suis allé rajouter ici dans mon chunking ici un petit code que j'ai demandé à Claude de m'écrire. Et en fait, le code, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se dire mes morceaux peuvent faire entre 400 et 1000 caractères. Et je vais essayer de découper au mieux pour que je garde toute une section ensemble. Et donc, je vais découper selon le titre et non pas je vais m'arrêter à chaque fois à 1000 éléments. Donc là, le code, vous l'aurez, vous pourrez l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire ici, ok, donc je vais rajouter ma connexion, ma RAG N8N. Il fallait juste que je rafraîchisse la page pour que mes connexions reviennent. Et dans Supabase ici, pareil, je vais prendre la RAG N8N. Je pense que tout le reste est déjà connecté. On n'a rien à faire. Et on va tester ça. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Il n'y a rien à changer. Il n'y a que ce petit morceau-là qui est allé découper mon texte Markdown en 49 morceaux et à chaque fois, il a essayé de faire en sorte que le morceau soit cohérent. Alors parfois, il n'y arrive pas, mais la plupart du temps, quand vous regardez Content, vous voyez que ça commence avec un titre de section.
Et donc en fait, il a fait en sorte au mieux de garder les sections ensemble. Et ensuite, il l'a donné à Supabase. La deuxième modif que j'ai faite, non, c'est la seule. Je croyais que j'avais fait une autre modif, mais non. C'est la seule modif que j'ai faite, c'est le chunking par section. Et donc, si je reviens ici dans mon rag N8N, alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de morceaux. Et vous voyez dans le contenu, c'est plutôt cohérent, dans le sens où il a essayé de garder les sections, toute une section ensemble, au lieu de découper de façon complètement aléatoire. Et donc ça, on sait par défaut que ça va améliorer les réponses et le taux d'erreur, réduire le taux d'erreur que peut avoir votre agent IA qui a un RAG. Donc ça, c'est une première amélioration. Sauf que ça, on sait que ça va pas être suffisant. Et en fait, il va falloir qu'on aille sur des concepts un peu plus évolués pour justement améliorer les choses. Et là-dessus, cet article-là qui a été publié par Anthropic, donc c'est les créateurs de Claude, et référence dans le domaine en fait. Et en fait, je vais vous donner le lien vers l'article. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein de tests et ils ont validé avec des chiffres qu'il y a une meilleure façon d'alimenter votre RAG pour améliorer pour améliorer et diminuer son taux d'erreur. Alors, la première chose qu'ils disent, et je trouve qu'elle est super importante, et ils la disent ici, en fait, si vous pensez que votre base de connaissances au global, dans le temps, elle ne va jamais dépasser les 500 pages, au lieu de faire un RAG, mettez votre base de connaissances directement dans votre prompt. Alors ça peut paraître bizarre, mais ils ont complètement raison là-dessus. Si vous pensez, et j'insiste là-dessus, si vous pensez que dans le temps, c'est-à-dire que elle va pas grossir indéfiniment, si à un certain moment elle va dépasser les 500 pages, ça n'a plus de sens. Mais si vous pensez que votre base de connaissances ne va jamais dépasser les 500 pages, donc les 200 000 tokens à peu près, mettez-la directement dans votre prompt. En fait, aussi bien Anthropic que OpenAI que les autres LLM, ils ont une notion de cache aujourd'hui. Alors que si on fait ça, notre première préoccupation, ça va être le coût. Si je mets 200 000 tokens à chaque fois que je vais appeler Claude ou OpenAI dans mon prompt, ça va me coûter une fortune. Sauf que ils ont développé des systèmes de caching, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à chaque fois que vous envoyez un prompt, s'il y a une partie qui est toujours la même, qui ne change pas, Claude et OpenAI vont la mettre dans leur cache, et ils ne vous factureront pas le tarif complet du prompt. En fait, ils factureront que la partie qui change. Et donc ça, c'est super important. Donc le fait d'envoyer toute votre connaissance dans le prompt ne va pas vous coûter plus cher parce qu'il y a une notion de caching qui est mise en place. Maintenant, si vous pensez que votre base va dépasser les 500 pages, là, le RAG s'impose. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils conseillent deux méthodes, et on va regarder les deux méthodes, et on va mettre en place les deux méthodes. La première méthode qu'ils conseillent, dont ils parlent ici, c'est le contexte, c'est de rajouter le contexte. Et en fait, ils ont fait des tests, et ils ont même mis ici les résultats. Si vous faites un RAG classique comme on vient de le faire, vous avez un taux d'erreur autour des 5,7 ou 5,7%. Si vous faites un RAG contextuel, vous êtes autour des 3,7% de taux d'erreur. Donc, pas exactement, mais presque la moitié de taux d'erreur
c'est énorme en entreprise. Quand on passe de 5,7 de taux d'erreur à 3,7% de taux d'erreur, c'est énorme en entreprise parce que dites-vous un workflow qui est lancé des milliers de fois, combien ça représente, c'est 2% en moins. Donc en fait, c'est super important de réduire, même avec des taux aussi faibles, le taux d'erreur des RAG. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un embedding contextuel ou un RAG contextuel? Donc là, je vais vous expliquer ça avec un schéma. Je vous ai fait un petit schéma ici, là-dessus. Donc le RAG contextuel, la partie utilisation ne change pas. C'est la partie alimentation qui va changer. Et en fait, qu'est-ce qui va changer? Avant, on prenait des morceaux, on les pushait directement vers le embedding qui les chargeait dans la base vectorielle. Maintenant, on a rajouté ces étapes-là. Donc en fait, on a coupé les morceaux. Donc ça, on va continuer à couper des morceaux comme on vient de le faire. Par contre, pour chacun des morceaux, on va passer le morceau et on va passer le document global, le document complet d'où vient ce morceau, et on va demander à un LLM de nous donner un contexte, de nous dire quel est le contexte de ce morceau-là par rapport au document global. Si je prends un exemple, ici dans ma procédure financière, la note de frais ici, ça va faire un morceau, et donc quand je passe la section note de frais comme étant un morceau et que je passe la totalité du document, les deux, je les passe au LLM, le LLM va m'expliquer en 2-3 phrases ce que c'est la note de frais par rapport au document global. Et donc, demain, quand l'agent IA va retrouver ce morceau-là du RAG, il aura le contexte et ça va l'aider à se tromper moins, et il va faire moins d'erreurs. Et d'ailleurs, Anthropic, ils sont allés même plus loin que ça, et ils nous ont donné le prompt à appliquer. Et d'ailleurs, il y est quelque part, il est là. Donc là, il nous donne carrément le prompt à appliquer pour mettre en place du contextuel. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette recherche-là qu'ils ont fait avec le prompt qu'ils ont fait et je l'ai implémenté dans N8N. Et ça donne quoi dans N8N? Ça donne ce workflow-là. Alors, comme tout à l'heure, à partir de la deuxième version, on a commencé à couper par section. Donc le RAG lui-même ne change pas, on change vraiment que la partie alimentation, et ce qui change dans la partie alimentation, c'est ce que j'ai mis en violet ici. Donc on va se concentrer là-dessus, et on va regarder là-dessus comment ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par créer un prompt avec le morceau et le document complet. Donc en fait, je vais passer le morceau qui a été créé ici, avec le document complet, à un LLM. Donc là, dans le LLM, qu'est-ce que je dis? J'ai pris exactement le prompt qui a été fait par Anthropic. Je passe le document complet, je passe le morceau. Je l'ai juste d'ailleurs traduit en français. Voici le fragment que nous souhaitons situer dans le contexte du document complet. Veuillez fournir un court contexte succinct pour situer ce fragment dans le document global afin d'améliorer sa récupération lors des recherches. Répondez uniquement avec le contexte succinct sans rien d'autre. Donc j'ai repris exactement le prompt de Anthropic et en fait ici ce que je fais c'est que je boucle pour justement demander au LLM pour chacun des morceaux quel est son contexte. Ensuite ici qu'est-ce que je fais? Je vais concaténer mon contenu avec mon contexte, le contexte que m'a rendu le LLM, et cette concaténation-là, je vais la pousser vers la base Supabase pour aller la stocker dans la base de données vectorielle. Dernière chose que j'ai faite,
ici, j'ai changé le 1000 par 1400, tout simplement parce que je vais rajouter un contexte qui peut prendre quelques caractères. Donc, j'ai augmenté mes morceaux de 1400. Alors, vous pouvez faire ça ou vous pouvez réduire vos chunks initiaux. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le chunk que je stocke dans la base vectorielle. Donc là, ce qu'on va faire, on va tester ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les connexions. Donc, je vais remettre ici la bonne connexion qu'on a créée tout à l'heure. Je vais remettre ici la bonne connexion, pareil. Et le reste, c'est bon. Ici, c'est un LLM classique. Alors, j'ai utilisé OpenRouter, mais c'est... qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Claude 3.5 IQ, mais vous pouvez utiliser OpenAI ou peu importe, c'est pas un problème. Et ici, bien sûr, on utilise l'embedding parce qu'on est en train de stocker dans la base de données vectorielle. Ok, donc je vais relancer avec normalement le même document, la procédure financière. Donc là, il récupère le document. Il l'a transformé en Markdown, il l'a découpé en morceaux, et là, il est en train d'envoyer chacun des morceaux dans le LLM pour me trouver le contexte. Donc si je regarde ici, vous voyez, il a mis le morceau, et normalement derrière, il a rajouté le contexte ici, voilà. Donc on va le laisser terminer, et on va aller regarder ça dans Supabase, parce qu'ici, il change tellement rapidement qu'on ne va pas pouvoir le voir. Donc là, il est en train de le faire sur les 49 morceaux. Forcément, ça lui prend un peu de temps. Mais comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il y a le caching qui est en place, à chaque fois là, je vais lui envoyer mon morceau et le document complet. Sauf que ça va pas me coûter trop cher parce que le document complet, il va le stocker dans le cache et il va pas me le facturer à chaque fois que je vais le demander au LLM. Ok, maintenant il est en train de stocker dans Supabase le document, les 49 morceaux normalement. Normalement, il va les garder en 49 morceaux, si ça se passe bien, oui, il les a gardés en 49 morceaux. Et donc là, si je reviens ici, on voit qu'on a des nouveaux morceaux qui sont rajoutés, les anciens ont été supprimés. Donc là, si je regarde mon texte, j'ai pris le premier morceau. Donc ça, c'est la présentation de document. Et là, vous voyez, il y a un petit contexte qui s'est rajouté. Document de procédure financière interne de Technosphère Solutions, section préliminaire représentant la table des matières des processus financiers de l'entreprise. Si je prends un autre morceau ici, ce fragment semble faire partie d'un document de gestion financière et de manuel de procédure comptable, probablement dans une section dédiée aux obligations fiscales et à la gestion de trésorerie d'une entreprise. Il détaille les déclarations obligatoires et les modalités de suivi de la trésorerie. Donc en fait, il me situe mon morceau par rapport au document complet et ça va être d'une aide capitale pour pour la réponse que va faire derrière le RAG, enfin l'agent IA qui utilise le RAG. Alors, comme je vous ai dit, avec très peu de données, je vais pas pouvoir vous montrer un cas qui marche et un cas qui ne marche pas. C'est compliqué. Par contre, on part du principe que les gens d'Anthropic sont des gens intègres et que les chiffres qu'ils nous ont donnés sont vrais. Donc, en faisant en sorte de faire ce contextual retrieval ou cette alimentation contextuelle, en rajoutant un contexte à chacun des morceaux, on a réduit notre taux d'erreur de 5,7% à 3,7%, si je me rappelle bien, à 3,7% exactement. Ok, donc si on fait un petit test ici, juste pour voir, là on va pas pouvoir voir l'amélioration qu'il y a eu, mais on peut par exemple lui demander résume-moi la procédure de gestion des notes de frais. Alors, c'est pas passé parce que... Ah oui, on n'a pas mis la connexion ici. Raganuten. On va redemander.
Et là, il m'a donné une vue sur la procédure de gestion de notes de frais dans la procédure financière globale. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré l'alimentation du RAG. Alors, il y a une autre amélioration qu'on va voir un peu plus loin. Mais avant d'aller plus loin dans la partie alimentation du RAG, on va revenir sur la partie agent lui-même. Et donc, la partie ici, utilisation de l'agent, où finalement on n'a rien amélioré, on utilise l'agent comme tel. Sauf que ça a un souci, c'est que l'agent lui-même ne peut pas avoir décidé de lui-même ce qu'il peut utiliser. En fait, l'agent, il a une vision unique de l'information, c'est-à-dire que il passe la question au RAG, et le RAG lui retourne des morceaux, et il doit baser sa réponse sur ces morceaux-là, et rien que ces morceaux-là. Donc il peut pas aller plus loin que ça. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'ils ont fait les LLM et les gens qui créent les agents IA, ils ont rajouté une notion de RAG agentique ou RAG avec des outils. En fait, si je reviens sur mes schémas ici, un RAG agentique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a pris la partie utilisation du RAG qu'on avait tout à l'heure, exactement la même, mais ici au LLM, on lui a rajouté des outils. Des outils qui vont lui permettre de voir l'information de différentes manières. Parce que pour l'instant, il se contentait à la vision que lui donne la base vectorielle elle-même ici avec les morceaux. Sauf que on aimerait qu'il ait plusieurs possibilités pour pouvoir justement répondre le plus précisément possible. Et c'est là où intervient la notion de RAG agentique. Ça veut dire que le RAG ici, le generation ici, le LLM qui génère la réponse, on va lui donner des outils pour pouvoir avoir d'autres visions de la donnée et pouvoir l'interroger de différentes manières. L'une de ces manières-là, c'est de dire oui, je lui passe des morceaux du RAG, mais pourquoi ne pas lui passer le document entier aussi, s'il en a besoin, bien sûr, s'il considère qu'il n'en a pas besoin, il va pas faire appel à ça. Mais pourquoi je rajouterai pas des outils pour lui donner accès au document global complet? Donc pour cela, je vous ai fait un autre RAG, pareil. On est sur les parties violettes ici et cette partie-là qui sont en plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Si on revient sur le RAG ici, en fait, on lui a donné un outil pour aller interroger notre base PostgreS pour aller lister l'ensemble des documents qu'il y a dans la base. Et on lui a donné un autre tool, un autre outil qui va lui permettre de lire un document en particulier. Donc, il va pouvoir voir tous les documents qui sont disponibles. Il va pouvoir aller lire un document en particulier, récupérer tout son contenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez des questions qui concernent un document au complet, il est intéressant que l'agent ait accès au document au complet et non pas à quelques morceaux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc avec ça, on lui donne un outil en plus pour aller interroger les documents. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va aller créer cette table-là dans notre base Supabase. Donc vous copiez le code qu'il y a ici. Vous retournez dans Supabase, vous allez dans SQL Editor, vous allez supprimer le code qu'on a mis tout à l'heure et vous allez mettre ce nouveau code et vous allez cliquer sur Run. Donc voilà, ça a été créé. Si je reviens sur les tables, vous voyez, il y a une nouvelle table qui s'affiche ici qui s'appelle Fichier Metadata. Et donc en fait, on va stocker des informations qui concernent les fichiers. Et en fait, on va aller même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on va stocker le nom du fichier et on va stocker l'URL du fichier. Et en fait, notre RAG maintenant, il va pouvoir lire des documents en entier, mais il va pouvoir aussi référencer un document avec son nom et il va pouvoir
nous donner l'URL du document dans sa réponse. Ce qui peut être génial quand on interroge un RAG, c'est qu'ils te disent « Oui, la procédure telle, c'est celle-là, ma source, c'est tel document, et voilà le lien vers le document. » Donc en fait, on fait plusieurs choses en même temps, on améliore notre RAG avec plusieurs éléments. Donc là, les deux listes documents, c'est tout simplement un accès Postgre, parce que rappelez-vous, Supabase, c'est une base Postgre. On accède à la table fichier metadata qu'on vient de rajouter. Et je retourne tous les éléments, donc je retourne tous les documents du RAG. Ici, lire un document, donc en fait c'est une requête qui va aller lire de la base des documents tous les morceaux, elle va coller tous les morceaux, tous les contenus des morceaux qui concernent un document en particulier. Et donc comme ça, il va pouvoir lister tous les documents qui existent et il va pouvoir lire le document complet. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on alimente cette table-là, cette nouvelle table-là avec les informations qui concernent les documents. Et donc pour ça, j'ai rajouté ces deux petits éléments ici. Et ici, rappelez-vous, on avait ID fichier tout à l'heure qu'on stockait dans les métadatas. J'ai rajouté titre du fichier et URL du fichier pour pouvoir le référencer justement et passer le lien vers le document. Et ici, juste après avoir supprimé les informations, je vais stocker les métadatas du fichier dans la table justement que je viens de créer, qui s'appelle fichier metadata. Et je fais un insert or update. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il trouve donc l'identifiant du document, toujours notre identifiant du Google Doc, c'est notre clé. S'il trouve cet identifiant-là, il va mettre à jour la ligne. S'il le trouve pas, il va créer la ligne. Et donc la ligne, elle contient l'identifiant du document, le titre et l'URL du document. Donc ce qu'on va faire, et tout le reste, c'est pareil, j'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la connexion ici, donc je vais juste mettre à jour mon fichier. On va mettre les bonnes connexions là où il faut, donc RAG N8N. On va mettre la connexion ici. RAG N8N, pareil. Et je vais relancer ici. Donc là, il est parti me récupérer mes métadatas, l'ID du fichier, le titre du fichier, procédure financière, l'URL avec l'URL complète. Là, il a planté parce que j'ai pas mis la connexion. Donc, on va prendre la bonne connexion, le RAG N8N, et on va relancer une deuxième fois. Donc là, il est parti stocker les informations dans la nouvelle base, dans la nouvelle table. Donc, si je reviens ici, dans ma nouvelle table, il y a une nouvelle ligne qui est apparue, avec l'identifiant du document, le titre et l'URL complète du document que le RAG pourra utiliser pour référencer ces documents. Je reviens sur mon N8N qui est en train de tourner. Donc là, il est en train de construire ces petits morceaux, comme tout à l'heure, avec leur contexte. Il est en train de préparer ça. Dès qu'il a terminé ça, il va m'envoyer tout ça dans ma base. Ok, donc en exécutant le workflow, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite complexité ici avec ce nœud-là qui était du code. Et tout simplement, un edit field aurait suffi. Donc j'ai simplifié ça. En plus, parfois il plantait. Donc du coup, en simplifiant, ça fonctionne encore mieux. J'ai aussi modifié, donc ça c'est le workflow 3 et le workflow 4 avec les deux quantiers, donc je l'ai adapté aussi. Et en fait, en le lançant, ça va faire la boucle et ça va alimenter le RAG. Et donc du coup, si on revient sur notre RAG, on voit que on a le document qui est dans la partie metadata et en plus on a tous les petits morceaux qui sont stockés et on va pouvoir comme ça donner la possibilité au LLM d'interroger le document et de recevoir des petits morceaux et de répondre avec ça, mais aussi d'avoir la liste des documents,
mais aussi de pouvoir aller récupérer le document complet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la connexion est déjà mise. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une discussion avec mon agent et je vais lui dire comment faire pour les notes de frais. Et en fait, dans mon prompt ici, je crois que j'avais rajouté quelque chose pour lui dire... Non, j'ai rien rajouté. Non, c'est le même prompt. Et on va voir s'il va citer le document ou pas. On va voir s'il va demander la liste des documents. Non, il n'a pas demandé la liste des documents. Il a considéré que le RAG est suffisant pour répondre. Alors, je pourrais lui demander... cite-moi ta source. Alors ici, est-ce que j'avais... oui, j'ai pas mis les connexions ici. Voilà, donc là, quand j'ai mis les connexions, il est allé lister les documents et il a retrouvé le nom du document et il m'a donné le lien vers le document. Donc en fait, avec le fait de pouvoir retrouver le document complet, il a la possibilité d'aller récupérer le document complet avec toutes ces informations, mais il a aussi la possibilité de récupérer le nom du document et l'URL du document. Il va pouvoir citer les documents dans ses réponses avec cette évolution-là. Donc ça, c'est notre étape numéro 4. Et on va aller un peu plus loin avec une étape numéro 5. Et là, on va revenir sur la partie alimentation et on va améliorer ça. Et si on va dans la documentation anthropique, qu'on a regardé tout à l'heure, il y a une partie où il parle de rajouter justement le contexte et on l'a mis en place. Il y a une deuxième partie où il parle de rajouter une notion de re-rank. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de récupérer les morceaux. Quand on récupère les morceaux, quand l'agent IA demande au RAG et que le RAG lui remonte des morceaux, on va faire appel à un autre LLM qui va reclassifier les morceaux ou remettre ces morceaux-là dans l'ordre qu'il considère être où il considère que les morceaux les plus importants sont en haut et les morceaux les moins importants sont en bas. Et donc avec cette méthode-là, on va pouvoir récupérer une vingtaine de morceaux par exemple, on va les classer et on va passer au LLM que les 4 morceaux les plus pertinents parce qu'il y a un modèle de re-rank qui a reclassifié les morceaux selon leur importance par rapport à la question qui a été posée. Et d'ailleurs, dans ce même article, vous voyez que avec le contextual embedding qu'on a mis en place, on descend de 5,7% à 3,7% d'erreurs. Par contre, si on rajoute le re-rank, on va descendre à 1,9%, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a vraiment diminué drastiquement le taux d'erreur. Et donc, comment on met en place ce re-rank? Eh ben, c'est très très simple. Donc là, j'ai repris mon workflow RAG qu'on vient de finaliser avec les docs en entier, donc le fait qu'il récupère les documents et les sources, et j'ai rajouté un petit nœud ici qui s'appelle re-ranker. Et en fait, comment j'ai fait ça? Donc je suis venu ici dans Vector Store, j'ai activé le re-rank result. Et dans re-rank result, je peux plugger plusieurs modèles. Enfin, dans N8N aujourd'hui, il y a un seul modèle qui existe qui permet de re-ranker, de reclassifier les morceaux. De mémoire, de connaissance, il doit y avoir 2 LLM qui peuvent faire ça. Re-rank, c'est le plus connu. Et en fait, donc là, je le connecte. Alors moi, j'ai déjà une connexion, mais je vais vous montrer comment créer une connexion. Donc c'est assez simple, vous allez sur la documentation N8N.
Effectivement, c'est le re-ranker, c'est ceux de Cohere. La boîte s'appelle Cohere. Alors, le lien vers le re-rank Cohere, voilà. Donc, cohere.com. Vous pouvez créer un compte, vous allez avoir vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. Enfin, vous allez pouvoir utiliser une clé gratuitement. Alors, moi, je vais utiliser mon compte que j'avais déjà. Je crois que c'est celui-là, si je me trompe pas. Voilà. En fait, vous allez dans API Key, vous créez une clé, vous pouvez avoir une clé gratuitement pour tester, etc. Bien sûr, pas pour la production. Si vous êtes en production, il va falloir prendre une clé pour la production. Il vous donne votre clé ici. Donc, on peut faire un test. Voilà, je vais faire test, generate trial key. Je la copie. Je vais dans mon N8N, je vais coller ma clé ici et je vais enregistrer. Il va me dire qu'il arrive à se connecter. Et en fait, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, utilise le modèle de re-rank 3.5 et ramène-moi le top 4. C'est-à-dire que reclassifie les morceaux, tous les morceaux, et ramène-moi que les 4 premiers. De cette façon, je vais améliorer mon taux de réponse. Alors, toute petite action que j'ai oublié de faire, que je vous montre là. Donc, le re-ranker, il doit retourner 4 petits morceaux. Mais en fait, le vector store, il faudra augmenter sa limite. Comme ça, le vector store ramène, par exemple, une vingtaine d'éléments. Et le re-ranker va les reclasser. Et au final, il va retourner que 4 morceaux au modèle ici de l'agent IA. En fait, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lui poser une question. Est-ce que je suis bien connecté au RAG? Je suis bien connecté au RAG, donc je pense peut-être ici. Non, ça c'est bon. Mes connexions ici sont en place, donc tout est bon. Donc là, je vais lui dire comment faire une note de frais. Donc là, vous allez voir que il va appeler le vector store. Mais il va appeler le re-ranker ici, et le re-ranker, en fait, il est parti faire un travail de classification des morceaux, et il a remis les morceaux avec, il leur a donné un classement. Enfin, il les a classés pour aider mon agent IA ici à bien répondre à la question que je lui ai posée. Alors là, forcément, avec très peu de données, aussi peu de données, on va pas voir de différence, mais avec une très grosse quantité de données, selon Anthropic et les tests qu'ils ont fait, ça améliore le taux de réponse et on descend à un taux d'erreur de 1,9%. Donc là, on est arrivé vraiment à l'étape ultime, en tout cas, ce qu'on connaît de mieux aujourd'hui sur l'amélioration des RAG. Bien sûr, on n'a pris que les Google Docs aujourd'hui. On n'est pas allé sur d'autres types de documents. Mais dans ce contexte-là, voilà ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui et on peut le faire directement dans N8N. Il existe un dernier type de RAG dont je pourrais vous parler, un peu comme les mémoires. Il y a là l'entreprise qui s'appelle Zep, donc getzep.com, qui a développé non seulement une mémoire de type graph, mais elle a aussi développé un RAG de type graph. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une connexion, un peu comme les neurones du cerveau. Elle connecte les morceaux entre eux, elle leur donne une date de début et une date de fin de validité dans les relations. Donc, elle rajoute une information sur les relations entre les morceaux pour dire ce morceau-là, il est lié à ce morceau-là et cette relation-là, elle est valide de telle date à telle date et elle peut forcément évoluer, les relations peuvent évoluer. Donc ça, c'est l'évolution ultime du RAG. Malheureusement, pour le mettre en place avec un N8N, il va falloir faire il va falloir avoir un serveur hébergé, faire de la configuration
assez poussé pour pouvoir réussir à connecter cette mémoire de type GraphRag à vos outils. Donc ça nécessite pas mal de connaissances techniques. Ça va nécessiter un serveur où vous allez installer justement ce ZEP, parce que ZEP, à la base, ils ont une librairie qui est open source. Et en fait, leur outil s'appelle Graphity, et donc il va falloir installer ce Graphity sur votre serveur, ensuite mettre en place un MCP qui va permettre au Graphity de parler avec votre N8N comme si c'était un RAG. Enfin bref, ça complexifie pas mal les choses et je pense que ça sort du contexte du no-code et du contexte de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec cette vidéo sur les RAG. Voilà, avec ça, on a fait le tour des RAG. J'espère que ça va vous être utile. Vous avez vraiment le RAG ultime avec ce qu'on a fait, avec les 5 versions qu'on a fait, avec la version ultime qu'on a fait aujourd'hui, où on est allé jusqu'au bout sur la notion des RAG. Si vous voulez aller plus loin sur les RAG et à voir ça appliqué à un exemple, alors je l'ai appliqué dans une vidéo. La vidéo, elle s'intéresse à créer un système pour une agence Airbnb et dedans on a utilisé le RAG. Alors on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'à ce niveau, au moment où j'avais fait la vidéo, il n'y avait pas cette notion de re-ranking, etc. Et donc le RAG que je vous présente aujourd'hui est beaucoup plus évolué. Mais si vous voulez voir un RAG appliqué dans un exemple, je vous conseille cette vidéo sur la création d'un système pour une agence Airbnb. Hormis ça, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.